Ok, Ok, à c'est vous la parole. Bon, du coup, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Merci Dr. Zouaoui et tous les modérateurs pour leur invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous afin de donner mon avis sur la thématique la plus actualisée de l'endocrinologie de la reproduction et qui va bien sûr s'intéresser au syndrome ovarien métabolique et polyendocrinien. Du coup, ma présentation va s'intituler Au-delà des kystes et pour expliquer la transition du syndrome des ovaires polykystiques au syndrome ovarien métabolique polyendocrinien. Et j'ai aussi beaucoup de plaisir à vous présenter nos derniers travaux sur la question et qui ont amené à cette définition et à cette modification de la terminologie. Donc, je vais commencer ma présentation en évoquant ce qui est déjà connu, c'est la vision qu'on appelle ultra simplifiée et ultra simpliste de la définition du syndrome des ovaires polykystiques. Du coup, vous avez les trois critères consensuels qui sont assez connus à savoir les ovaires polykystiques échographiques, l'hyperandrogénie clinique et ou biologique, et les troubles du cycle dans leur définition selon l'âge de la patiente. Et nous avons le dernier critère qui est l'AMH. Alors, nous savons pertinemment que cette définition elle est un petit peu simplifiée et simpliste puisque ces critères-là ne sont en d'autres termes que des conséquences de différents mécanismes sous-jacents qui vont cacher en fait toute la difficulté, toute la complexité de la physiopathologie du syndrome des ovaires polykystiques. Alors, certains auteurs ou certains médecins qui traitent la question vont très certainement, vous entendez parler de leur réflexion, ils vont dire trois critères évidents, c'est pas une pathologie assez complexe, ce sont des kystes qui existent, il n'y a pas de problème. Bon, c'est des kystes ovariens, ils peuvent apparaître, ils peuvent disparaître, c'est pas un souci. Et une des questions qui est très souvent traitée par les gynécologues, qui est lorsqu'il n'y a pas de projet de fertilité, en fait, il n'y a pas d'intérêt au traitement. Alors, toutes ces questions ont aussi participé à amener à redéfinir la pathologie et sa terminologie, puisque selon les derniers travaux européens, nous savons que le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques est un des diagnostics les plus difficiles, les plus complexes qui existent actuellement en endocrinologie de la reproduction. Les derniers travaux ont montré qu'il faut au moins, entre autres, trois gynécologues pour poser le diagnostic, puisqu'il va y avoir cette inertie diagnostique concernant la maladie. Et de l'autre côté, nous avons les symptômes dermatologiques, puisque dans notre dernier travail que nous avons mené sur l'acné vulgaire, nous avons identifié 65% des patients qui étaient en fait des syndromes des ovaires polykystiques non diagnostiqués et traités de façon erronée comme acné vulgaire. Nous savons très bien que le traitement de l'acné vulgaire n'est pas du tout le même que l'acné du syndrome des ovaires polykystiques. Et aussi, il y a la facilité dangereuse de l'usage et du Dufaston pour les troubles du cycle qui va cacher le critère diagnostique des troubles du cycle. Et nous avons le laser esthétique qui malheureusement va aussi altérer le critère du Ferryman-Gallwey dans l'hyperandrogénie clinique. Donc, il y a eu plusieurs auteurs qui ont essayé un petit peu d'approcher la physiopathologie du syndrome des ovaires polykystiques à travers plusieurs schémas. Je vous en montre quelques-uns. Ça, c'est parmi un je vais dire, des meilleurs travaux qui ont été menés sur l'explication du syndrome des ovaires polykystiques. Et pour expliquer cette physiopathologie, il y a eu 7 schémas de ce type dans le même article. Donc, pour dire toute la complexité du diagnostic de la physiopathologie du syndrome des ovaires polykystiques, ayant amené à utiliser plusieurs termes pour pouvoir un petit peu actualiser la terminologie, à savoir le métabolisme et la polyendocrinologie. Alors j'aime bien résumer cette physiopathologie pour ne pas m'étaler dans le temps en trois catégories. Il y a la génétique, forcément, le syndrome des ovaires polykystiques a une génétique bien particulière qui nous rappelle un petit peu la génétique métabolique, à savoir la génétique polygénique. C'est la génétique qu'on retrouve dans l'obésité, dans le diabète de type 2, entre autres. Nous n'allons pas la traiter puisque nous allons plutôt nous focaliser sur les aspects environnementaux. Et quand on va approcher l'environnement, on va parler de l'obésité, de l'insulinorésistance, parmi d'autres facteurs métaboliques. Et vous voyez en bas, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je sais pas si vous voyez mon curseur, voilà. Et en bas, nous avons Oui, oui, très bien, je les aspects, suis. voilà, ovariens et en relation avec la fertilité, à savoir l'aspect polyendocrinien et ovarien. Donc, la question centrale de ma présentation va être pourquoi avoir nommé syndrome des ovaires polykystiques une pathologie à mécanisme endocrino-métabolique. Et ces aspects-là ont été confirmés, ont été identifiés depuis plusieurs années. Et nous sommes vraiment très heureux et très honorés d'avoir
publié cet article depuis 2023-2024 pour appeler à changer la terminologie du syndrome des ovaires polykystiques. Elle fait partie de l'une des publications pionnières en Afrique pour le changement de la terminologie, puisque quand on essaie d'approcher l'historique du syndrome des ovaires polykystiques, en fait, on se rend compte que la terminologie a été mise et a été posée à partir de 1935 d'une exploration échographique. En fait, Stein et Leventhal, d'ailleurs, le syndrome est aussi appelé Stein et Leventhal. En fait, ce sont entre autres deux gynécologues qui ont posé une sonde échographique sur des patientes et ils ont trouvé des aspects polykystiques. Et donc, puisqu'ils ne savaient pas ce qu'était la maladie, en fait, ils l'ont nommé par la découverte échographique. Et au fil des années, comme vous le voyez dans le schéma, en fait, il y a eu plusieurs avènements, plusieurs actualisations et plusieurs redéfinitions de la maladie jusqu'à la dernière actualisation en 2023 par rapport aux critères et par rapport à l'approche avec l'AMH. Alors, est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques est une gynécopathie? Ça a été aussi rapporté par les patientes, entre autres, puisqu'elles viennent le plus souvent consulter pour un problème ovarien, puisqu'il y a ovarien dans la terminologie. Et en fait, dans l'autre étude, en fait, quand on essaie un petit peu de résumer la physiopathologie du point de vue schématique, en fait, on voit en bas qu'il y a des gènes de l'insulinorésistance avec l'environnement, comme nous l'avions bien expliqué antérieurement, qui vont amener à l'insulinorésistance. Et quand on dit insulinorésistance, on va avoir une augmentation de l'insulinosécrétion. Et par la suite, on va le voir un petit peu plus tard, pourquoi cette insulinosécrétion est très importante dans le déclenchement de la maladie du syndrome des ovaires polykystiques, puisque l'insuline a une intrication physiopathologique très étroite entre hypophyse et stéroïdogenèse. Alors, tout ça a amené à changer cette terminologie depuis quelques jours de maintenant, peut-être quelques semaines. Et cette terminologie s'appuie sur trois paramètres qui est le syndrome ovarien, métabolique et polyendocrinien. Pour expliquer ce changement, je vais maintenant me focaliser sur chaque aspect, mais vraiment, vraiment brièvement, à savoir ces aspects ovariens, métaboliques et polyendocriniens. Alors, pour parler tout d'abord de l'aspect métabolique, qu'en est-il pourquoi le syndrome des ovaires polykystiques a été changé en syndrome ovarien métabolique polyendocrinien? Puisqu'il existe une étroite relation entre l'obésité et le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, vous m'entendrez très souvent parler de SOPK, ça va être un petit peu mélangé là, puisqu'on part sur un chevauchement entre SOPK et SOMP. Et donc là, vous voyez que sur la figure, plus on voit des patientes avec un BMI qui augmente au fur et à mesure, plus on aura une identification de la pathologie euh, de façon proportionnelle. Et nous savons, on peut avoir jusqu'à 4/5 des patientes avec syndrome des ovaires polykystiques qui sont au moins en surpoids, voire en obésité. Et nous avons toujours cette fascination pour le SOMP qui est maigre. Ça, c'est une entité physiopathologique à elle-même qui est très intéressante, dont on ne le traitera pas très en détail pour cette fois-ci, pour rester dans les tons. Alors, quand on dit obésité, tout à l'heure, on va parler bien entendu de cette insulinorésistance. L'insulinorésistance est entre autres génétique, puisqu'il y a des gènes qui codent pour l'insulinorésistance qui sont transmis par les parents, mais aussi elle est un petit peu exacerbée par l'environnement et notamment par la prise de poids, par l'obésité. Et je ne sais pas si vous voyez cette cellule técale, c'est une figure très très importante pour expliquer la physiopathie du SOMP. Et en fait, quand on a une insulinorésistance, on va avoir une augmentation de l'insulinosécrétion. Et plus on aura une augmentation de l'insulinosécrétion, on aura une stimulation de toutes les cascades enzymatiques de la stéroïdogenèse técale. En fait, vous le voyez ici, l'insuline est un stimulant de la stéroïdogenèse técale et donc elle va favoriser la synthèse des androgènes par la cellule técale. Quand on sait la cellule técale, on sait qu'elle synthétise en premier l'androstendione et la testostérone. Donc plus vous aurez de l'insulinorésistance, plus vous aurez une insulinosécrétion et plus vous aurez un phénotype hyperandrogénisé de vos patientes. Alors, vous le voyez ici, donc, quand on aura une augmentation de l'insuliноsécrétion, on aura un excès d'androgène par là, mais ne pas oublier aussi qu'il y a des récepteurs au niveau de l'hypophyse à l'insuline, et plus l'insuline augmentera, plus vous aurez une augmentation de la sécrétion de LH, et vous le savez très bien, en fait, la LH est très importante pour provoquer l'ovulation, et quand on aura une augmentation de la LH de façon continue, on ne peut plus avoir ce pic ovulatoire de la LH, et donc on va avoir une anovulation, et on le sait, plus le phénotype est métabolique, plus l'anovulation est fréquente ou les troubles du cycle de façon générale, que ce soit spagnaux ou oligoménorrhée, sont fréquents. Donc ça, je pense, c'est l'aspect global.
simplifié du métabolisme et de l'obésité, mais il ne faut pas oublier qu'il existe aussi l'inflammation de bas grade, parce que quand on va parler d'obésité et de insulinorésistance, il y a cette inflammation sous-jacente qui va provoquer l'augmentation d'une hormone qui est le cortisol. Le cortisol est une hormone fondamentale dans la physiopathologie aussi du syndrome des ovaires polykystiques ou SOMP, SOMP, car le cortisol va provoquer aussi une augmentation de la sécrétion de la libération de glucose et donc une augmentation de l'insulinosécrétion parallèle, entre autres avec ses effets propres à lui qui sont euh, délétères à long terme. Donc ça, c'était l'aspect métabolique. J'ai essayé de résumer. Bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ça, mais on va essayer de balayer tous les aspects pour faire dans les temps. Donc les aspects polyendocriniens, bien entendu, quand on aura une augmentation, une surcharge pondérale, une prise de poids, on l'a vu tout à l'instant, une augmentation de l'insuliноsécrétion, et donc nécessairement, on aura une augmentation de la sécrétion des androgènes. Et la sécrétion des androgènes, elle est particulière chez les patientes avec syndrome des ovaires polykystiques, puisque on sait que quasi 2 tiers est issu des ovaires, voire un petit peu plus, mais il faut pas oublier aussi que la surrénale est aussi impliquée. La surrénale est une glande qui est très très importante dans la sécrétion des androgènes féminins et masculins, entre autres. Et donc, un des androgènes spécifiques de la surrénale, qui est le DHEA sulfaté, est un androgène qui peut exister dans 15 à 45% des cas. Et donc, j'invite tous les présents et tous ceux qui traitent la maladie à ne pas occulter cet androgène, puisque pas mal de fois, on peut se retrouver avec de la testostérone qui est normale. Et on peut avoir une SDHEA élevée. Et d'ailleurs, dans les recommandations, la SDHEA est un androgène de deuxième intention. Et donc, si vous avez les androgènes normaux, ne pas hésiter à doser la SDHEA. Donc, on oublie un petit peu le rôle ovarien propre et un petit peu, ça c'est le changement de nomenclature a aussi mis la lumière sur la surrénale qui est une glande très importante dans la physiopathologie du syndrome des ovaires polykystiques, entre autres par les androgènes, mais aussi par le cortisol. Et par la suite, j'aime bien faire le focus sur les aspects dermatologiques, puisque je suis certain que nos confrères dermatologues sont aussi présents dans cette réunion. Et quand on a fait un petit peu la revue de littérature sur les aspects dermatologiques avec ma collègue Amri Friel, une dermatologue à Tunis, donc nous avons vu, bien entendu, qu'il y a différents aspects de l'hyperandrogénie chez la femme. Il y a l'hirsutisme, il y a l'acné, il y a l'alopécie androgénique. Et quand on essaie de un petit peu focaliser l'attention sur la genèse de ce poil, l'excès de poil et ce poil qui est hyper androgénisé, on va bien, c'est un petit peu complexe, mais on va pas se rentrer dans les détails, mais on voit bien qu'il y a différentes hormones qui sont impliquées dans la stimulation de ces symptômes dermatologiques, notamment la dihydrotestostérone et la testostérone. Et donc ça a aussi un petit peu appuyer le rôle polyendocrinien du syndrome des ovaires polykystiques dans la physiopathologie, non, entre autres dermatologiques. Pareil, dans un travail que nous avons mené avec ma collègue Fatma Ben Abdeslem et Nedia Rabieni, dermatologue aussi, nous avons vu que plus les aspects dermatologiques sont présents et plus ils sont associés avec des aspects métaboliques. Donc, il ne faut absolument pas dissocier les symptômes. Les symptômes sont corrélés et sont amplifiés entre eux. Pareil aussi, j'aime bien faire un focus sur la TSH, un aspect aussi endocrinien qui est un petit peu oublié. Et quand on a fait le travail sur la dysthyroïdie chez les patientes SOPK, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait 15% de ces patientes qui avaient une hypothyroïdie infraclinique. Et on le sait que l'hypothyroïdie infraclinique est très importante à être considérée chez ces patientes, puisqu'elle peut aggraver même l'infertilité. Donc je vous invite vraiment à faire attention chez vos patientes, à toujours doser la TSH et un petit peu faire attention quand la TSH augmente un petit peu. Pourquoi? Parce que la TSH est aussi impliquée dans la prise de poids, mais aussi dans l'infertilité. Et nous le voyons, plus la TSH elle est altérée, augmentée dans ses seuils, plus elle est associée au phénotype A, le phénotype A qui est le phénotype métabolique par excellence dans le syndrome ovarien métabolique polyendocrinien. J'arrive à la dernière partie qui sont les aspects ovariens propres. Et en fait, les aspects ovariens, de façon générale, sont un petit peu la conséquence de ce qui est arrivé bien en amont, notamment le métabolisme, notamment la génétique, notamment l'environnement. Et on sait que, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a cette altération de la pulsatilité de la LH, on va avoir nécessairement des cycles qui sont irréguliers, voire anovulatoires. Donc, il faut pas oublier aussi que la stimulation des ovaires par l'insulinosécrétion va aussi provoquer l'augmentation de la sécrétion des oestrogènes et donc aussi une altération de ce feedback positif qui va provoquer la pulsatilité de la LH au 14e jour de cycle.
Je sais qu'il y a eu plusieurs actualisations, notamment dans le diagnostic échographique, mais j'aime bien vous rappeler que l'échographie maintenant est un petit peu remplacée par l'AMH, mais il faut des seuils consensuels très importants. Et aussi, en fait, les seuils d'AMH, les seuils échographiques, que ce soit le volume ovarien ou le compte folliculaire, en fait, il y a pas mal de médecins qui vont attendre ce seuil fatidique de 20 follicules par ovaire ou le volume ovarien de 10 millilitres. Mais il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de travaux qui invitent les médecins et les praticiens qui traitent la pathologie à toujours faire attention lorsque le volume ovarien augmente un petit peu ou le nombre folliculaire augmente un petit peu. Bah, en fait, il faut toujours anticiper la situation et même démarrer une prise en charge métabolique chez ces patients. Et quand on a fait le travail dans notre centre, en fait, on s'est rendu compte que les comptes folliculaires et les volumes ovariens, en fait, varient selon les patientes, selon l'ethnie, selon aussi la localisation géographique. Alors, pareil pour le changement de nomenclature, il y a eu aussi un très très grand appui des comorbidités du syndrome des ovaires polykystiques. On sait que les comorbidités sont variables et sont en relation étroite avec l'âge des patientes. Plus les patientes sont jeunes, plus on va avoir les symptômes dermatologiques en premier lieu, et notamment l'infertilité lorsqu'il y a un désir de procréation. Mais il ne faut pas omettre la pathologie métabolique qui vient juste après, puisque dès que le désir de fertilité est assuré ou dépassé, ou voir les symptômes dermatologiques un petit peu dépassés, on va nécessairement devoir considérer la prise en charge métabolique, à savoir le diabète de type 2, les pathologies cardiovasculaires et aussi les pathologies néoplasiques qui sont étroitement liées à l'inflammation de bas grade exacerbée par la prise de poids et par l'obésité. Donc, le risque cardiovasculaire, avec les dernières recommandations et avec l'actualisation des derniers travaux publiés pour le changement de nomenclature, en fait, invite à faire un check-up cardiovasculaire initial chez les patientes à risque avec syndrome des ovariens métaboliques polyendocriniens. Les troubles du métabolisme glucidique sont très fréquents et ils sont aussi amplifiés lorsque la patiente est dans un désir de fertilité, avec un projet de procréation et avec les molécules qui sont utilisées parfois pour déclencher l'ovulation. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Et bien entendu, un aspect qui est très, très, très ignoré malheureusement dans notre prise en charge, qui sont les aspects psychosexuels. Et les dernières recommandations de 2023, il y a à peu près 20 à 25% des recommandations qui sont orientées vers la pathologie psychiatrique et les pathologies sexuelles, puisque plus on aura une augmentation de la testostéronémie, plus il y aura une hyperandrogénie, plus il y aura une altération de l'image de soi avec l'acné ou l'hirsutisme, mais aussi les pathologies sexuelles avec des troubles lors des relations sexuelles, puisque l'hyperandrogénie altère aussi l'acte de procréation. Et j'arrive juste à la fin et je vais pas du tout dépasser puisqu'il y aura une conférence juste par la suite sur la prise en charge du SOPK, mais je vais aussi utiliser cet aspect-là pour appuyer le changement de nomenclature. Donc on sait que puisque on a une pathologie métabolique, donc la prise en charge des règles hygiéno-diététiques est fondamentale, donc l'activité physique et donc l'alimentation. La metformine prend tout son sens quand on comprend la physiopathologie de la maladie. La metformine qui est la molécule insulinosensibilisatrice par excellence. Je pense que tous les endocrinologues qui sont présents, même tous les médecins qui gèrent la pathologie métabolique sont fascinés, ils adorent la metformine. Puisque la metformine, en fait, c'est une molécule pléiotrope, puisqu'elle agit sur le métabolisme par l'insulinosensibilisation, mais aussi elle améliore la fertilité, elle améliore l'hyperandrogénie, elle améliore le risque néoplasique. La metformine, c'est une molécule vraiment extraordinaire et à prescrire dès que possible chez ces patientes-là. Nous avons mené un travail aussi pour appliquer cette metformine à quelle heure elle aura la meilleure activité et la meilleure efficacité. Et on sait que la metformine elle a beaucoup d'effets indésirables, nous le savons tous. Et donc, j'invite vraiment tous les prescripteurs à l'initier au tout début avec un seul comprimé dans le repas principal, peut-être au milieu de repas ou en fin de repas. Mais on sait que la metformine a le meilleur bénéfice et la meilleure efficacité quand elle est donnée avant le repas. Comme on le voit dans les courbes, quand elle est donnée avant le repas, on voit une baisse du pic d'insulinosécrétion du repas et même une baisse de l'insulinosécrétion et amélioration de l'insulinosensibilité. La percée des nouveaux antidiabétiques est très importante pour le changement thérapeutique et ce changement, en fait, il est dû à la compréhension de la physiopathologie par la compréhension de l'importance de l'insulinosécrétion, de l'insulinosensibilité. Et une des molécules, c'est en fait les analogues GLP-1 qui ont pris un essor
très important dans la gestion du syndrome des ovaires polykystiques, puisqu'il a ce quadruple bénéfice, notamment lié au métabolisme par la satiété, la perte de poids et la diminution des androgènes. Et donc, tous les travaux vont concorder pour la baisse de poids. Je ne vais pas m'étaler, puisque certainement ma collègue va parler dessus, mais j'invite toujours à faire attention. En fait, l'analogue GLP-1, pour ma part, je pense qu'il ne pourra pas remplacer la metformine. Déjà, en termes de coût, c'est impossible à contrecarrer. Mais on sait que les analogues GLP-1 font beaucoup mieux pour la perte de poids, mais ne pas oublier les aspects pléiotropes de la metformine qui sont tout aussi intéressants chez ces patientes-là. Et je vais terminer avec une molécule qui a prend un petit peu d'intérêt, qui est les inhibiteurs SGLT2. Probablement, je pense que les gynécologues n'utilisent pas cette molécule puisque c'est une molécule cardiométabolique principalement. Et donc, c'est une molécule qui va provoquer une glucosurie et une natriurèse qui va diminuer la tension artérielle et diminuer la glycémie chez les patientes. Et je vous invite vraiment à lire ce travail qui a été fait par mon collègue Houssem Mrabat, un endocrinologue de Mahdi, qui a analysé par une méta-analyse l'intérêt des inhibiteurs SGLT2 dans la gestion des symptômes des ovaires polykystiques, du syndrome des ovaires polykystiques. Et les inhibiteurs SGLT2 font aussi quelque chose, puisqu'ils vont diminuer l'insuliноsécrétion par la glucosurie chez ces patientes-là. Ça a aussi appuyé le changement de la nomenclature du syndrome des ovaires polykystiques. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de traitements, il y a une physiopathologie très complexe. Il est nécessaire de comprendre cette physiopathologie, au moins d'approcher cette physiopathe pour pouvoir bien prescrire les médicaments. Je soulignerai, je suis vraiment intransigeant sur l'intérêt d'un examen clinique rigoureux des patients, puisque l'analyse de l'hyperandrogénie peut être faussée par le laser esthétique ou par des mesures, notamment dermatologiques, esthétiques. Et aussi, ne pas oublier que la prescription de certaines molécules par des traitements ostroprogestatifs ou même progestatifs par le Dufaston peut altérer le cycle de vos patients. Donc, bien examiner les patients pour ne pas passer à côté de certains symptômes. Et je vais terminer ma présentation sur le dernier éditorial que nous avons publié en 2025, qui amène tous les médecins qui gèrent le syndrome des ovaires polykystiques et actuellement le syndrome ovarien métabolique polyendocrinien à oublier cette prise en charge qui est dissociée de la pathologie. En fait, avant, on avait cet aspect-là où les gynécologues se concentraient sur la pathologie liée à la fertilité et les troubles du cycle, les dermatologues qui s'orientent vers la pathologie dermatologique exclusivement, et le endocrinologue à qui on adresse la patiente pour une perte de poids, ou voir le nutritionniste pour la perte de poids et pour la gestion métabolique. Ça, c'est vraiment une approche qui est certainement obsolète. Il faut l'oublier. Et maintenant, on insiste sur la gestion du syndrome des ovaires polykystiques, sur sa terminologie ovarienne, métabolique, polyendocrinienne, en faisant un focus fondamental sur le métabolisme, à savoir gérer l'environnement, le mode de vie de vos patientes et insister sur aussi le cortisol qui est géré par la gestion du stress, par la qualité du sommeil, entre autres, et surtout un appui sur les molécules métaboliques, à savoir les insulinosensibilisateurs et les analogues GLP-1. Tous ces mécanismes-là vont permettre conjointement à gérer la patiente dans ces différents symptômes, qu'ils soient métaboliques, ovariens, dermatologiques, voire même psychosexuels, et pour prévenir les conséquences métaboliques ultérieurement. Et je vous remercie. Merci infiniment, docteur Taïeb, d'avoir Merci à fait vous. le tour d'horizon pour cette belle présentation et d'avoir respecté le temps. Euh, Merci beaucoup. Raymond, est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques questions ou bien on les laisse à la fin? Comme vous voulez. Franchement, comme vous voulez. Euh, Est-ce que, c'est Taïeb, vous pouvez arrêter le partage, s'il vous Ouais, je plaît? vais Comme ça, arrêter tout de voilà, suite. on va revoir tout le monde. Et Un instant. la question, quand cette nomenclature a été modifiée, c'est qu'on aura une période de transition et translation à la douce, le temps Ouais. qu'on s'habitue avec cette nouvelle nomenclature de syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Qu'est-ce que vous conseillez les jeunes qui sont dans la salle pour ne pas se perdre sur les différentes dénominations? Et j'apprécie bien la dernière plaque Ouais. qui englobe la prise en charge holistique dans toute sa totalité de la
patiente et ne pas dissocier la prise en charge. Ouais. C'était vraiment un éditorial très important que nous avons mené pour en fait arrêter de penser que la pathologie pouvait être dissociée selon l'approche de la spécialité. Et d'ailleurs, l'ancienne terminologie qui était syndrome des ovaires polykystiques, en fait, appeler les patientes à consulter en premier lieu le gynécologue puisqu'il y avait l'aspect ovarien. Et d'ailleurs, je suis certain que pas mal d'entre vous se sont rendus Oui, compte que les patientes consultent pour une solution à leurs ovaires. En fait, beaucoup de la physiopathologie fondamentale et assez, quand on l'analyse dans ses détails, nous rappelle en fait que l'ovaire est en quelque sorte une conséquence. L'aspect ovarien polykystique n'est qu'une conséquence de cette mécanique métabolique, génétique et hormonale très complexe. Deuxièmement, en fait, ce ne sont pas des kystes, ce sont des follicules. Et on sait que les femmes ont des follicules, la folliculogenèse, il y a des follicules. Mais puisque l'ovaire est stimulé, plus il y aura des follicules. Et aussi l'aspect stigmatisant de la terminologie, puisque moi, je me suis rendu compte, je ne sais pas pour vous, mais pas mal de fois, les patients me posent la question, est-ce que ces kystes vont cancériser? Alors, moi, cette question, je comprends parfaitement les patientes qui la posent, hein, parce que c'est des patients qui ne savent pas et quand elles entendent parler de kystes, bah, ça peut faire peur. Et donc, changer pour toutes ces raisons et pour cette physiopathologie et pour l'avènement des nouvelles molécules, en fait, le changement de nomenclature était nécessaire et fondamental afin d'avoir une prise en charge, même pour la patiente, une compréhension meilleure. très bien. Donc, je vois pas de questions dans la salle, dans le chat. Merci encore une fois. Et Merci. je vais inviter Si, docteur. Béchir, s'il te plaît, je Oui, voudrais bien, Raymond. bien Oui, compléter reviens. ta question. Je Oui, voudrais bien compléter ta question parce que Taïb n'a pas répondu à tout ce que tu as demandé. Et Ouais. il me semble intéressant de faire juste un résumé très ça. simpliste de l'attitude pratique que tu as mis dans tes deux dernières plaques. Et en particulier, cette polémique sur l'Ozempic. Alors, je pense que ma collègue va traiter la prise en charge. Je pense qu'elle va très certainement parler des analogues GLP-1. En fait, il y a une énorme polémique par rapport aux analogues GLP-1, puisque Oui, actuellement, déjà, ils n'ont pas l'AMM pour le syndrome des ovaires polykystiques. Il faut Tout à fait. qu'on soit d'accord sur ce point, hein. Donc, toute prescription, elle est sans autorisation de mise sur le marché. Donc, la patiente doit être, si la patiente mérite ou nécessite ce traitement, notamment pour l'obésité, il faudra vraiment que le médecin lui explique que ça n'a pas une approche pour le syndrome oui, des ovaires polykystiques. Pour l'approche pratique, comme le modérateur m'a demandé, en fait, l'approche pratique, pour ma part, je pense que chaque médecin qui va prendre en charge une patiente avec syndrome ovarien métabolique polyendocrinien, il ne faut pas qu'il se focalise sur sa spécialité. C'est-à-dire, si un dermatologue, une patiente se présente pour une acné, déjà, l'acné de la femme adulte, actuellement, mérite obligatoirement un bilan hormonal. Ça a été actualisé par l'Androgen Access Society en 2024, je crois. Donc, toute femme adulte mérite, acné de la femme adulte mérite un bilan hormonal. Donc, le dermatologue ne doit pas se focaliser uniquement sur l'acné, doit examiner la patiente en entier, voire même doit rechercher les troubles du cycle. Et c'est ça qui est un petit peu particulier avec cette actualisation, puisque maintenant, chaque médecin doit rechercher tous les aspects et ne pas uniquement se focaliser sur leur spécialité. Donc, l'endocrinologue recherche les troubles du cycle et même, nous sommes maintenant confrontés à la prise en charge de l'acné. Les dermatologues deviennent un petit peu gynécologues en recherchant et endocrinologues. Et les gynécologues aussi doivent aborder une prise en charge nutritionnelle de leurs patientes, une prise en charge, voire même parfois même esthétique s'il le faut, voire adresser la patiente après avoir approché et donné les solutions qu'ils ont jugées suffisantes pour leur part. Donc il faut travailler la main dans la main. C'est ça ma conclusion principale. Tout à fait. merci beaucoup. Surtout, comme tu sais, en Tunisie, c'est tunisien, la prescription n'est autorisée qu'aux médecins endocrinologues pour l'Ozempic. Je prends l'exemple de Ouais, l'Ozempic et la ouais, polémique Entre qui a autres. été faite. Mais il faut travailler en une concertation entre ouais, les différentes spécialités. On ne va pas ouais. dissocier la prise en charge, mais il faut se concerter.
Oui, J'ai tout une à fait. question. Est-ce que le fait de mettre la patiente sous metformine peut corriger un trouble du cycle sévère à raison d'un cycle ou deux par année désireuse de grossesse? Alors, déjà, pour pouvoir prescrire une molécule, il faut d'abord passer par les règles hygiéno-diététiques. Donc, ma réponse sera, bien sûr, on ne peut pas répondre à cette question par un oui ou par non. En fait, si on met en place des règles hygiéno-diététiques aboutissant à une perte de poids de l'ordre de 5%, voire à 10%, et en mettant en place, bien sûr, une alimentation saine et une activité physique, oui, en ajoutant la metformine, on peut arriver à rétablir des troubles du cycle chez les patients. Et d'ailleurs, nous l'avons constaté, les travaux l'ont démontré, même si vous prescrivez un traitement pour améliorer les troubles du cycle, notamment une pilule œstrogestative, ajouter la metformine améliore de 30 à 40% le succès de ce traitement-là. Donc la metformine, bien sûr, déjà, elle améliore un petit peu la perte de poids, très discrètement, pas beaucoup, mais elle fait aussi l'affaire en tant que molécule de début. Mais on peut pas, je ne peux absolument pas recommander la metformine seule sans avoir mise en place les règles hygiéno-diététiques, l'activité physique avant la prescription de la metformine. Il y a une question dans le même sens, c'est prescrire la metformine chez l'adolescente ou la jeune fille. Vous avez déjà répondu. Oui, la que les- metformine, Ouais. elle peut être prescrite chez l'adolescente lorsque Mais on a une insulino-résistance sévère. Oui, voilà, et associé aux mesures hygiéno-diététiques. oui, bien Donc, sûr. il y a une Et, autre question sur et l'intérêt l'inositol, de l'inositol. Je suppose que oui. Alors, Raphaël va euh, répondre, mais si tu veux ouais, donner ton avis d'emblée. oui, en fait, j'ai pas voulu aborder le myonositol parce que je sais qu'il va être traité par la suite. Le myonositol aussi est un insulinosensibilisateur, c'est un dérivé de la vitamine B7 qui agit sur le récepteur de l'insuline, le GLUT7. Et en fait, quand on essaie de comparer metformine et myonositol, déjà, il y a plusieurs aspects qui un petit peu sautent aux yeux. Tout d'abord, la metformine est beaucoup moins chère que le myonositol avec une efficacité meilleure en termes de dose. C'est-à-dire, il faut 4 grammes de myo-inositol pour avoir la dose optimale efficace. La metformine, quand on voit les recommandations, il préconise 500 à 1700 mg. Donc, la metformine, en termes d'ajout et d'amélioration de l'insuliноsensibilité, fait mieux certainement que le myo-inositol. Le myo-inositol a ce bénéfice d'avoir moins d'effets indésirables digestifs que la metformine. Oui, bien Et il ne faut sûr. pas oublier, et j'insiste là-dessus, quand on voit les recommandations, le myo-inositol, il faut faire attention au bilan thyroïdien parce que il peut altérer, révéler ou aggraver une dysthyroïdie. Donc, surveillez la TSH quand on prescrit le myo-inositol. Donc, il y a une Merci. question pour comment expliquer le lien entre le syndrome ovarien métabolique polyendocrinien et dysthyroïdie. Comme en fait c'est un petit peu complexe, j'invite la médecin qui a posé la question à voir notre publication, je lui enverrai. En fait, ça c'est expliqué par plusieurs mécanismes, notamment par l'hyperostrogénie qui a une relation avec la modification de la TSH, par l'insulinorésistance et par l'inflammation de bas grade qui peut aussi altérer la sécrétion de la TSH, et aussi notamment les troubles IOD chez les patients. Donc c'est très complexe à être expliqué. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui aussi soulignent l'augmentation de l'auto-immunité chez les patientes avec syndrome ovarien métabolique polyendocrinien. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui expliquent ça. Mais tout ça pour dire, puisqu'on va probablement porter une attention sur la fertilité et sur le poids, la TSH est très importante sur ces deux aspects-là. Donc, la surveillance mérite une TSH dans le suivi, je vais dire, annuel de vos patientes ou dans l'apparition d'un quelconque symptôme. Une dernière question, est-ce qu'il y a une place pour les oméga 3? Alors, les oméga, je n'ai pas du tout approché les compléments alimentaires. Je pense que ma collègue va porter, va analyser cette question. Oui, l'oméga 3, il y a beaucoup de travaux qui ont appuyé aussi l'intérêt de l'oméga 3. L'oméga 3 est un complément qui améliore même l'inflammation de bas grade, qui améliore même l'aspect dermatologique chez ces patientes-là. Donc oui, il m'arrive pas mal de fois de prescrire l'oméga 3 chez les patientes avec beaucoup d'autres compléments. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur l'oméga 3. Il y a le coenzyme Q10 aussi pour la fertilité. Il y a le zinc aussi. Donc oui, oui. Les compléments, c'est vraiment un chapitre à Et part et le très, chrome. très détaillé. Donc oui, oui, si la patiente a les moyens, si vous êtes, oui, pourquoi pas. L'oméga 3, c'est pour un ajout, un add-on, oui, c'est pas mal. Pas mal.
Encore une fois, merci. Votre Merci à vous. présentation a suscité plein d'interrogations. Donc, si on va se mettre à répondre à toutes les questions, on va pas en finir. Je Merci répondrai par encore une texto, fois. hein. Il n'y a pas de Oui, souci. donc on aura une autre occasion pour parler d'autres choses. L'endocrino dans la fertilité, dans la prise en charge de nos patients, dans notre pain quotidien, est très intéressante et il faut se mettre d'accord, concerté avec les différentes spécialités pour améliorer notre prise en charge. Raymond, je te cède la parole pour inviter le deuxième orateur. Merci. Tu as la parole. Merci Béchir, merci beaucoup. Vraiment, à mon tour, je remercie beaucoup le docteur Taïeb H pour cette présentation très, très édifiante et bien sûr très exhaustive. Euh, je, j'ai le privilège maintenant de présenter en quelques mots le professeur Wafa Gellani.